Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les élus de Dax, du Grand Dax, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres nationaux, Mesdames et Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs, avec l'ensemble de l'équipe municipale qui m'entoure, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Cérémonie traditionnelle, codifiée, classique, convenue, consistant à évoquer le travail accompli et les projets en cours, cérémonie d'autocongratulation un peu lignifiante et pour certains, je l'ai entendu dire, aux énumérations un peu fastidieuses. Mais comment pourrais-je me livrer à l'exercice de la projection dans l'année qui débute en faisant abstraction de mon tout prochain départ? Comment pourrais-je me projeter dans une année dont je ne verrai pas la fin? Vous n'avez pas lu la presse? Si. Vous l'avez lu. Je vous rappelle. Depuis 2 ans maintenant, on ne peut parler de moi dans la presse sans évoquer l'affaire de l'Office du tourisme, dont les faits remontent à 2012. Cette affaire m'a valu 2 ans de tourments, de perquisitions dans les bureaux, d'inquisitions dans mes comptes et affaires privées, d'interrogatoires de la plupart de mes collaborateurs, jusqu'à une garde à vue. Alors, prenons les choses du bon côté. Découverte certes instructive de la rudesse de notre système pénal, mais au cours de laquelle rien ne m'aura été épargné. Et jusqu'à la fin du mois de septembre dernier, où j'ai pu enfin avoir accès au dossier, je n'ai rien su du contenu de cette affaire, hormis par la presse, qui a entretenu une image souillée. Comment peut-on alors imaginer, même si certains ont faim de s'en étonner, que je n'ai pas été soulagée de l'annonce d'un procès? Occasion, enfin, de m'expliquer sur le fond du dossier. La décision ne sera rendue qu'au mois de mars, c'est comme ça. Il me faut attendre, et les spéculateurs avec moi. Mais le rapport du procès qui a été fait par la presse, ne se référant qu'à la parole de l'accusation, était si orienté que j'ai failli finir par me croire coupable. Plus qu'indigeste, cette lecture a été pour moi extrêmement douloureuse. La presse est un pilier, une garantie de notre démocratie. Le journaliste se doit, c'est son honneur et sa légitimité, de respecter cette définition stricte d'Albert Londres. Je demeure convaincue qu'un journaliste n'est pas un enfant de cœur et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de rose. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plume. Mais comment peut-on prétendre à une information complète et loyale sur le procès du 20 décembre quand un chroniqueur, dans la droite ligne du titre jusque-là ravageur, se contente de retranscrire un réquisitoire d'une extrême violence, sans rester ensuite à l'audience, sans écouter la parole de la défense, de ma défense? Comment peut-on prétendre à la vérité sans préciser que je n'étais intervenue à aucun moment sur ce marché et qu'aucun
des protagonistes n'indique avoir reçu de ma part une quelconque consigne. Comment peut-on être fidèle aux faits si l'on ne rapporte pas que je n'ai été mise en cause personnellement que sur la foi du témoignage revanchard d'une personne démise de ses fonctions pour incompétence et à qui quelqu'un aurait dit que l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Toute la construction de l'accusation repose sur l'existence d'un tableau, non numéroté, non daté, non signé, classant les offres des différents adjudicataires et dont l'ordre n'aurait pas été respecté, dont il ressent les termes mêmes de l'enquête qu'il a été rédigée postérieurement au choix de l'adjudicataire. Ce tableau, scellé numéro 4, du dossier des enquêteurs, est affublé d'une rature au stylo bille qui a été portée en 2012 ou 2013, selon les termes mêmes de monsieur le procureur de la République de Bailleul en son réquisitoire. Comment ne pas être, à tout le moins, intrigué par le fait que le dit tableau, tel qu'il était joint à la lettre du corbeau, ne comporte pas cette rature. Preuve que ce corbeau l'a entre ses mains en sa forme originelle depuis 2012 ou 2013, soit avant que la rature n'ait été portée. Comment ne pas être dérangé par le fait que l'on retrouve ce tableau il y a quelques semaines dans sa forme originelle, sans rature, dans le mémoire d'une requête en partie civile. Comprenne qui pourra, comprenne qui voudra. Voilà des informations complètes qu'il aurait été permis d'entendre en restant jusqu'au bout du procès et en écoutant la parole de la défense, de ma défense. Comment, dans ces conditions, rester indifférent à l'auteur, aux motivations ou à la date d'une telle dénonciation anonyme, mûrie et fermentée toutes ces années dans le tonneau du secret? Comment ne pas s'émouvoir de la frénésie des uns et des autres à tenter de se constituer partie civile ou à demander ma démission? Comment, surtout, me clouer au pilori avant même le verdict? On ne débat plus aujourd'hui, on accuse, on ne combat plus, on congédie, on ne propose plus, on calomnie. C'est ce qui fait vendre. Veillons en tout cas, ensemble, à ce que la plume soit portée dans la plaie, sans suivre la procession, ni surfer sous la vague du dégagisme, ou entonner le refrain facile et si dangereux du « tous pourris ». Je sais ce que je suis, je sais ce que j'ai fait, et ma conscience est en paix. Il n'y a qu'un jugement qui m'importe, celui de mon regard le matin dans le miroir. Et je n'ai pas à baisser les yeux. Notre monde ira mieux quand chacun d'entre nous prendra ce temps nécessaire à interroger la pureté de son âme. Je garde ma confiance en la justice. Et j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle me blanchisse. Et aux messagers anonymes qui me demandent si je m'oppose toujours à la suppression des tribunaux dans la réforme judiciaire en cours, je leur dis oui, oui, parce que mon attachement à la justice, à l'intérêt général, au bien commun, dépasse très largement mes propres problèmes personnels. Il reste la rue, calomnié, calomnié. Il en restera toujours quelque chose. Et vous, chroniqueurs, m'avez condamné devant l'opinion,
avant même le verdict. Mais comme pour la justice, il en est de même pour la presse, je continuerai à défendre votre liberté. J'ai tout au long de cet éprouvant dossier choisi de garder le silence, laissant s'agiter les opportunismes mesquins et réservant ma parole pour le procès, comportement qui me paraissait digne et conforme aux lois de la République. Alors oui, il est injuste, blessant, meurtrissant, de voir bafouer 25 ans de combat, de sacrifices personnels, familiaux et de carrière, de travail au service de la collectivité, parce que la parole de la défense était trop tardive pour être compatible avec l'heure de bouclage d'un article. Peut-être aurais-je dû acheter une page de journal pour faire valoir ma position et non vous prendre tous à témoin en ce jour dont on me reprochera peut-être d'avoir transgressé l'habituelle concorde. Et quel parterre de choix pour vous dire, sans intermédiaire, que oui, je suis innocente. Je ne vous cache pas que j'ai eu moi aussi, encore aujourd'hui, la tentation de rémiser. Alors, comme un retour aux sources, je me suis replongée dans les causes profondes de mon engagement. Mes convictions sont très anciennes. Mais mon engagement, ce jour où j'ai choisi, droite, libre, déterminée, de me jeter dans une arène au seul compte du jugement des électeurs, c'est un soir de mai 1995, abasourdi par le score du candidat du Front National. À cette époque-là, l'honneur d'un homme, Pierre Bérégovoy, avait été jeté au chien parce qu'il n'était qu'ajusteur et aurait eu des chaussettes trouées. Et Jean-Marie Le Pen réalisait 15% des voix aux élections présidentielles dans la quasi-indifférence générale. Le péril qui m'a initialement décidé est plus que jamais toujours présent, et il est en nous. Il n'est pas le fait d'une invasion par une puissance étrangère. Il est en nos comportements, en nos réactions, dans la violence du débat politique, dans les propos haineux que j'ai dû essuyer, dans les commentaires abjects jetés sur la toile, entre la poire et le fromage, par des gens qui n'ont plus honte de leur détestation, dans les courriers anonymes d'amis qui vous veulent du bien, dans les articles bâclés, dans les empressements à vilipender la démocratie représentative, à faire caisse de résonance au slogan faussement révolutionnaire de tous bruits. Et nous sommes tous menacés par ces facilités, même les plus méritants d'entre nous. Je ne crois pas au complot. Je laisse cela aux idéologues que je combats. Mais je crois à l'aveuglement de la bonne foi et aux emballements de mode qui conduisent à l'effet inverse de celui recherché et font le jeu des extrêmes. Alors non. Non. Je ne regrette pas de m'être lancé avec enthousiasme, conviction et pugnacité dans la vie publique pour y soutenir les plus démunis, les plus fragiles, pour y promouvoir les projets audacieux et nécessaires pour le bien de tous, mais aussi pour y combattre les opportunismes mesquins, les querelles d'ego, les coups bas indignes, les calomnies, les injustices. Et c'est par eux que je devrais me laisser abattre aujourd'hui. Je devrais m'effacer pour laisser la victoire par forfait à la dictature de l'émotion, à la tyrannie du sensationnel et aux sentences populistes. Non. Résister. Résister. Toujours résister. Malgré les vents contraires. En permanence se tenir debout. C'est une question de dignité, de conditions. Tenter, braver, persister, persévérer,
être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête, disait Victor Hugo. Je crois avoir fait preuve de courage, de cohérence, d'altruisme, d'humanité, et forte de mes convictions démocratiques, je compte défendre mon bilan et celui de mon équipe devant le seul juge de paix, le suffrage universel. Soyez aussi certains que je mesure combien, au regard de la détresse humaine, combien, au regard de la souffrance quotidienne endurée par nombre d'entre nous, combien, au regard des chamboulements du monde, ce que j'endure aujourd'hui n'est qu'une péripétie. J'en suis consciente. Et je reste avant tout une élue de la République, investie dans ses fonctions et responsabilités, bien plus soucieuse de la situation de notre pays, de l'intérêt général, que de mon propre sort. Et ce, d'autant plus quand notre pays vit une grave période de crise, quand notre pays est confronté à des violences inédites, quand notre pays est ébranlé jusque dans ses institutions. Cette crise nous interroge, nous, élus locaux de proximité qui connaissons mieux que quiconque la situation de nos habitants, la question du pouvoir d'achat, la question d'une paupérisation grandissante de la population, la prégnance des difficultés sociales auxquelles nombre de concitoyens sont confrontés. Tout cela, nous le vivons au quotidien, et cela motive des interventions permanentes communales pour leur apporter le petit supplément d'aide, d'accompagnement, de confort, de dignité. Mais ce mouvement soulève un enjeu plus large, soucieux de cette économie morale, étudiée et analysée par le grand historien anglais Thomson, qui défend une idée forte et essentielle. Rien, jamais ne doit contrevenir à un principe aussi simple que fondamental, celui du droit à l'existence, au droit de la personne à vivre dignement, à savoir se sustenter, se loger, se chauffer, se soigner, s'éduquer et éduquer ses enfants. Faire mieux, finalement, qu'attendre un éventuel ruissellement émanant des riches ou des plus aisés. C'est aussi une crise sociale, symptôme d'un repli sur soi, conséquence de l'isolement, du manque de lien entre citoyens d'une même république. Il est l'expression d'un besoin de reconnaissance, d'une recherche de sens, d'une recherche d'une société où chacun a sa place, sa juste place, de la grande république jusque dans la petite patrie municipale. Dans ce contexte, mesdames et messieurs, pas de place pour les états d'âme. Un seul devoir, servir les citoyens et agir pour la République. Et c'est ce que j'ai fait en 2018 avec mes collègues élus. Et je les remercie très sincèrement pour leur indéfectible soutien, malgré une période plus que chahutée. Et c'est ce que nous continuerons à faire en 2019, avec mes collègues élus, mais aussi avec vous, force vive de ce territoire, engagés pour le faire avancer, pour nourrir toute la mission que nous avons pour Dax, pour ses habitants, pour le bien commun. Je ne serai pas exhaustive sur l'évocation du bilan 2018 et les projets pour 2019. C'est le fruit d'un travail collectif, d'un travail collaboratif, de concertation, d'intelligence collective, de synergie. Nous avons la chance de bénéficier à Dax d'un cadre de vie agréable, toujours amélioré, d'une ville qui a fait du développement durable une priorité, d'une ville où la proximité entre élus et habitants est une culture, une réalité. Et je m'enthousiasme de la mise en œuvre du projet Kalos et des énergies qu'il a agrégées autour de lui, ce projet d'art urbain qui fera de notre ville un musée à ciel ouvert, accessible à tous, tout en magnifiant notre cité, et de l'obtention prochaine pour Dax du label Ville et Pays d'art et d'histoire, avec ceux qui soutiennent notre ambition, ce qui augmentera encore notre attractivité. Et quel plaisir de co-construire ensemble des projets
en dialoguant, en confrontant nos idées, nos perceptions. L'école de la nature, ou en matière d'éducation, d'environnement, de développement durable, nous tentons de sensibiliser de nouvelles générations à devenir des citoyens avisés et responsables sur ces thèmes majeurs. C'est le cas des projets environnementaux citoyens élaborés par les jeunes d'Aqua et accompagnés par les équipes municipales. Et que dire du projet Auberge Indax, réunissant habitants et villes autour d'une initiative citoyenne visant à créer un jardin partagé, symbole de la capacité de la ville à écouter et à échanger avec des partenaires associatifs, même de petite dimension, mais au projet riche de sens. Une ville qui sait fédérer, qui sait rassembler les acteurs locaux dans leur diversité, dans un cadre de concertation et de dialogue, lorsqu'il s'agit notamment de travailler sur la préservation de notre patrimoine culturel et matériel. Je parle bien sûr du groupe de travail constitué pour évoquer l'avenir de nos fêtes, leur modèle économique, et qui livrera ses analyses et conclusions dans l'année. Mais bien entendu, améliorer, privilégier le bien vivre à Dax au quotidien passe aussi par la réalisation de nombreux aménagements qui s'ajoutent à tous ceux entrepris depuis 10 ans. Ils intéressent toute la population qui bénéficie avec eux d'un mieux vivre au quotidien. L'aménagement du cours de Verdun, la Plastière, les jardins du Splendide, la route de Tercis, cette entrée de ville au sud désormais entièrement refaite, comme le fut en son temps la rue Saint-Vincent-de-Paul en entrée nord. Ces travaux ont tous été présentés à la population et modifiés, le cas échéant, en fonction des demandes, dans la mesure du possible. Je veux également vous dire combien je suis fière qu'ensemble, nous puissions ancrer la ville dans un développement économique pérenne. Le Splendide est un atout majeur pour atteindre cet objectif, avec notamment les nombreux séminaires organisés, une quarantaine pour l'année dernière, et des engagements très prometteurs pour 2019. Le projet DEA, bien sûr, qui va venir consolider notre ambition. Il est pour nous tous, je crois, un endroit de convivialité où se pratiquera un commerce d'aujourd'hui, privilégiant les circuits courts, la culture gourmande, tout en respectant autant les producteurs que le maximum de clients. Un commerce soucieux aussi d'une qualité garante de la santé des consommateurs. Et là encore, ce projet a été concerté, de sa conception jusque dans le choix même de ses futurs artisans et commerçants, choisis par un jury composé d'élus, de personnes qualifiées et d'un consommateur tiré au sort. Et que dire du projet Cœur de Ville, où là encore, l'écoute, l'échange, le dialogue avec les acteurs économiques est une constante. Ensemble, nous avons aussi fait de Dax une ville solidaire, bienveillante, une ville de mémoire, qui sait tirer profit de son patrimoine et de son histoire. Ainsi, l'an dernier, le cycle des commémorations de la Grande Guerre s'est achevé, après 4 années où le devoir de mémoire a été singulièrement mis à l'honneur, avec de nombreux événements, expositions, concerts, implication des élèves dans ce voyage dans l'histoire. Toutes les générations se sont impliquées durant ces 4 années, où nous nous sommes souvenus du sacrifice de nos aïeux, et où nous avons découvert et redécouvert tout un pan de nous-mêmes, finalement. Concertation, co-construction sont une réalité dans toutes nos politiques, y compris en matière de solidarité, de politique de la vie, pour mener des actions en direction des publics les plus fragiles, pour éviter les ruptures, les fractures et encourager les initiatives. Je pense à Cuyès, où nous avons su ensemble, avec la population, partager, dialoguer et construire un projet en commun d'aménagement de ce quartier avec de belles réalisations pour tous. Cheminement piéton, conception, fabrication, pose de mobilier urbain, conçus collectivement, pour ne citer que cela. C'est cette méthode, cette synergie que je veux retenir comme symbole de ce projet, mais aussi comme symbole de notre action, de notre méthode d'action. Et la solidarité, la bienveillance peuvent prendre d'autres formes, comme nous l'a montré la jeunesse d'Aqouaz. Cette jeunesse d'Aqouaz qui, au travers du club Solidarité de l'Escale et de Grand Dax Action Jeune, a notamment mené une action de sensibilisation des jeunes et des familles de Dax à l'accueil des populations migrantes pour mieux comprendre les phénomènes de migration. Un exemple pour nous d'humanité
et de fraternité. 2019 verra encore de beaux projets poursuivre leur chemin. Réal, bien sûr, la médiathèque, bien entendu, avec le choix de l'architecte, de ce qui sera le lieu de culture incontournable et accessible à tous. Les tribunes du stade aussi, l'équipement certes à destination des sportifs, mais qui sera plus qu'une tribune. Ce sera un espace économique et événementiel, le complément nécessaire et indispensable pour l'animation de notre ville, pour répondre aux attentes du plus grand nombre. Il y aura aussi la livraison du centre aquatique pour ce qui concerne ce projet communautaire, avec juste à côté le skatepark, lui aussi, imaginé, conçu, et demain, animé par nos jeunes d'Aqua. En 2019, toujours, un autre projet solidaire, les Glycides, verra également le jour, ouvert et dédié au Seigneur d'Aqua. Il s'achèvera au premier trimestre 2020, je reste prudente, je me méfie des aléas. Au premier trimestre 2020, il proposera des petits logements adaptés au maintien à domicile des aînés en autonomie, tout en rompant l'isolement social et facilitant l'accès aux services offerts par la collectivité. Enfin, le village des éleveurs, porté par le département des Landes, impliquant de nombreux acteurs locaux, collectivités, associations, habitants, poursuivra son avancement en 2019. Et il permettra, une fois terminé, d'accompagner dans la dignité et le respect les plus vulnérables touchés par cette maladie. Mesdames et messieurs, l'ensemble de ces projets, c'est ensemble que nous les menons. Et c'est ensemble que nous les mènerons. Avec tous ceux qui n'ont qu'un seul objectif, faire grandir, développer, rendre plus belle à vivre leur ville, Dax. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l'avenir, disait Jean Jaurès. Et je vous remercie tous, vous tous qui engagez avec nous dans la vie de la cité, vous qui vous engagez au quotidien à Dax, dans la construction d'une société plus humaine, plus respectueuse, plus tolérante, plus fraternelle, vous qui vous engagez pour l'intérêt général, pour le bien commun, vous, l'ensemble des membres des communautés éducatives et sociales avec lesquelles nous travaillons régulièrement, vous, les 3 coprésidents des fêtes populaires, les présidents des commissions taurines et trouxlandaises, et à travers eux, l'ensemble de leurs membres bénévoles pour leur implication, les présidents des associations d'anciens combattants, l'association des établissements thermaux de l'agglomération d'Aqouaz, l'État, l'association des commerçants d'Axatour, les chambres consulaires et leurs présidents respectifs, et plus largement les forces vives de ce territoire, corps constitués, bénévoles des si nombreuses associations, commerçants, entrepreneurs, services communaux, intercommunaux, acteurs culturels, sportifs, humanitaires, solidaires, simples citoyens. Je vous remercie pour votre engagement. Je vous remercie du fond du cœur pour votre engagement, même le plus modeste, pour tout ce que vous faites dans la lumière, quelquefois, mais le plus souvent dans l'ombre. À vous tous, je vous souhaite le meilleur pour 2019. Le meilleur. Améliorer la vie des gens, les petits gestes, les petits pas, pour faire en sorte que cela aille mieux pour le plus grand nombre, sont au cœur de l'action d'un maire et de son conseil municipal. Ils sont mon moteur et celui des femmes et des hommes de bonne volonté qui m'entourent. Et vous me permettrez de finir mon propos par cette parabole. Lors d'un grand incendie de la savane, un éléphant s'est moqué d'un colibri qui multipliait les allers et retours jusqu'à la rivière et crachait 3 gouttes sur le brasier. « Tu n'arriveras à rien comme ça, lui dit-il, goguenard. « Peut-être, lui répondit le colibri. Mais moi, je fais
au moment où vous aspirez tous le verre de l'amitié. Bon, ça va ?